Bienvenue au Sénégal. Nous nous excusons du léger retard, mais nous allons essayer de le rattraper. Nous allons passer la journée ensemble, la prochaine journée ensemble et l'autre prochaine journée ensemble. Donc, nous sommes obligés de nous aimer. Il n'y a pas de choix autre que de nous aimer. Donc, chacun regarde celui qui est à droite ou celle qui est à droite ou à gauche et lui dit « Je vous aime ». Je m'appelle Massamba Gueye, je suis un Africain qui se réveille parfois à Dakar, parfois à Abidjan, parfois en France. Je suis un fils de la francophonie. Je suis fils de Senghor et de Césaire, je suis fils de Mandela. Je suis aussi petit-fils de La Bruyère, parce que j'ai appris la chanson du geste quand j'étais tout petit, jusqu'à la fin, si falte la geste que torol douce déclinette. Oui, j'ai appris en tant que francophone ce qui s'est passé à Roncevaux. Oui, j'ai appris ce qui s'est passé entre Ganelon et Olivier. Oui, j'ai appris les amours entre Aude et Olivier. Mais j'ai appris aussi Soundiata Keïta. Oui, Djibril Tamsegnan m'a enseigné Soundiata Keïta. Oui. J'ai appris aussi que l'Afrique est un baobab debout. Oui, je l'ai appris de David Diop. Je l'ai appris dans les coups de pilon. Mais j'ai appris de Jean-Jacques Rabé-Mananjar la beauté des îles tout le long de Madagascar. J'ai appris la beauté de l'Afrique centrale avec Nazi Boni. J'ai appris la beauté du désert avec Tara Benjeloun. J'ai appris parce que je suis allé à l'école. Et c'est une chance. J'ai appris aussi parce qu'il y avait des livres. J'ai appris parce qu'il y avait des auteurs. J'ai appris parce qu'il y avait des ressources dans mon école. Je suis de ces enfants d'Afrique qui se levaient le matin et qui, tous les matins, qu'ils soient en brousse ou en ville, avaient le même programme. Fils de pauvres ou de villageois, ici au Sénégal, tous les jours le matin, la radio enseignait au fils du paysan et au fils du ministre les mêmes programmes à 8 heures. Et j'ai découvert récemment que j'avais les mêmes programmes que mes frères du Burkina, que j'avais les mêmes programmes que mes frères d'Abidjan, que j'avais les mêmes programmes que mes frères de Cotonou. Oui, nous avons tous appris avec IPAM, n'est-ce pas? Nous avons tous appris le lièvre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en 2022, nous sommes là. Nous sommes là pour reprendre les choses là où nous les avions laissées. Nous sommes là pour des rencontres africaines, pour les ressources pédagogiques. C'est avec un grand plaisir que je me trouve en votre compagnie aujourd'hui à Dakar pour le lancement des travaux des rencontres africaines pour les ressources éducatives. Comme vous le savez, cette conférence est l'aboutissement de la première phase d'un projet d'envergure régionale qui réunit 16 pays francophones d'Afrique subsaharienne. Le professeur les a déjà cités, mais je vais les reciter encore une fois. Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, le Congo, Djibouti, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Je remercie les membres des délégations ministérielles d'avoir fait le voyage pour participer activement aux rencontres africaines pour les ressources éducatives et je leur souhaite la bienvenue à Dakar, au Sénégal, pays de la Teranga. Mesdames et messieurs, c'est ici, avec vous tous aujourd'hui, qui nous faites l'honneur de votre présence, que j'aimerais insister sur cette dimension essentielle. L'Afrique est confrontée à des défis majeurs d'ordre sécuritaire, économique et social. Le réchauffement climatique touche particulièrement et durement les pays les plus fragilisés. L'extrémisme violent et les conflits en Afrique de l'Ouest ont montré, par leur caractère endémique,
que les violences ne connaissent pas les frontières. Il est apparu avec une clarté sans précédent que seules des stratégies communes et mutuellement concertées pouvaient permettre aux États africains de faire face aux crises du monde contemporain. La pandémie de la Covid-19 n'a fait qu'appuyer ce constat de façon plus spectaculaire encore, en mettant en évidence l'interdépendance des pays africains entre eux et avec le reste de la planète. Dans le contexte international actuel d'un monde interconnecté, les chocs, comme les conflits, les pandémies, les crises économiques, pour ne citer que ces chocs, sont mondialisés. À cela, les pays doivent donc apporter des réponses globales dans leur propre intérêt national. Le recours à la coopération, à l'échange et à l'entraide constitue le seul horizon possible et souhaitable. Je souhaite donc plein succès aux travaux qui vont se dérouler durant ces 3 jours, vraiment avec beaucoup d'échanges sur les synergies et la mutualisation possible sur les ressources éducatives dans les pays d'Afrique francophone. Et je vous remercie de votre attention. Donc pour cette fois-ci, le thème c'est améliorer l'efficience des stratégies et politiques de production et diffusion des ressources éducatives. Comme sous-thème, analyse diagnostique de la chaîne des ressources éducatives réalisée dans 3 pays, Burkina Faso, Sénégal et Togo, défis et pratiques prometteuses. Nous avons au Burkina Faso, pour parler de la problématique, il faut situer le contexte. Pendant longtemps, depuis une trentaine d'années, le secteur de l'éducation a été géré par plusieurs ministères. Chaque ministère s'organisait comme il pouvait pour mettre en place une politique de développement des cycles qui relevaient de sa compétence. Ainsi, le préscolaire qui relevait du ministère en charge de l'action sociale était dominé par le privé. Et en matière de ressources éducatives, la plupart de nos manuels venaient de l'extérieur, et particulièrement de la Côte d'Ivoire voisine et de la France. On manque d'études assez poussées, avec suffisamment de recul pour savoir quel genre de ressources numériques on peut utiliser, etc. Et dans quelles conditions est-ce qu'elles vont être efficaces. Et donc, les auteurs disent qu'il ne faut pas trop se lancer tout de suite dans une généralisation, une tentative de généralisation des ressources numériques. La transition vers ces ressources n'est pas à envisager dans le court terme. Il parle de long terme plutôt. Ce qui n'empêche pas évidemment que des initiatives émergentes commencent, et on les voit dans beaucoup de pays, mais d'après ça, c'est une erreur de penser que là où le manuel scolaire manque, insuffisant, de mauvaise qualité, etc., que les ressources numériques vont venir résoudre le problème comme ça. Ce n'est pas comme ça. Comment doter le système éducatif de ressources éducatives de qualité, variées et en quantité suffisante? Comment financer l'acquisition de ressources éducatives? Parce que l'un des points faibles de noter, c'est la disponibilité du financement adéquat des ressources éducatives. Comment étendre la mise en œuvre de la politique du manuel scolaire et du matériel didactique aux autres cycles? Parce qu'au Sénégal, nous avons une politique du manuel scolaire. Nous avons commencé la mise en œuvre avec l'élémentaire et nous avons vraiment des acquis. Maintenant, il faut étendre cette mise en œuvre aux autres cycles, notamment le préscolaire et le manuel et le moyen secondaire. Comment finaliser la révision des curricula? Certainement, la doyenne de l'IGF, Madame Lena, sera contente parce qu'elle porte le dossier de la finalisation des curricula. Comment encadrer la production des supports des enseignants? Parce que le diagnostic a montré que, en l'absence de ressources éducatives adéquates, les enseignants produisent des supports et ces supports ne sont pas souvent encadrés ni validés par les structures compétentes. Comment également intégrer l'utilisation du numérique dans les enseignements-apprentissages et en faire profiter tous les usagers, quelle qu'en soit la zone. Le commentaire qui suit, Madame, c'est par rapport à la question de l'impression des manuels. Les gouvernements ont beau faire, je sais que je circule beaucoup aussi, parce que je suis consultant de la Banque mondiale sur les livres scolaires, mais
quand moi je veux imprimer mes livres scolaires, je vais en Inde. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le coût de l'impression est excessivement bas comparé à ce que je peux faire en Guinée. Même quand je rajoute les frais de transport malgré cette distance, et même en Guinée, je paye des taxes à l'importation des livres, ça me revient moins cher qu'une impression locale. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui aussi touchent ce que nous appelons aujourd'hui les politiques publiques en faveur du livre. Si les États ne font pas ça et qu'ils détaxent les intrants à la fabrication des livres et à l'importation des livres, ça va être extrêmement difficile de favoriser l'émergence d'une industrie nationale du livre. Tout à fait, Merci, c'est une madame. volonté politique qu'il faut vraiment, faire un plaidoyer pour cela. La première recommandation pour moi est qu'on puisse, tous les 16 pays, qu'on puisse élaborer nos stratégies portant sur les ressources éducatives. Et la deuxième recommandation, c'est que nos partenaires, je cite l'UNESCO et les autres, puissent accompagner les pays à élaborer ces stratégies. Voilà, je m'arrête là-bas. Merci. Je dirais qu'il a raison. Parce que sans document de politique sur les ressources éducatives, on risque d'avoir un pilotage à vue. Et le diagnostic a montré à combien ce document de politique était important. Là, nous avons identifié comme recommandation stratégique l'élaboration d'un document de politique, mais avoir un document de politique ne suffit pas. Parce que nous avons, le diagnostic a montré l'insuffisance du financement et autres, bien vrai qu'au moment de l'élaboration du document de politique, tous ces aspects seront traités. Mais il est important que nous attirions l'attention des pays sur ces éléments clés. Il y a des pays qui ont des politiques et des stratégies, mais jusqu'à présent, le problème de l'accès aux ressources n'est pas réglé. Il y a aussi le problème d'un accord dont on parlait tout de suite. Si l'accord lui seul suffisait, les problèmes ne se poseraient pas. Donc, en plus de la politique, il y a des actions structurantes qui peuvent soutenir, qui doivent soutenir la mise en œuvre de cette politique. Et donc, cela conforte en tout cas dans la situation d'élaborer une politique et à côté avoir d'autres actions pour soutenir l'accessibilité aux ressources éducatives. Merci bien. Nous pensons nous inscrire dans une démarche d'apprentissage institutionnel, la gestion des connaissances, pour que nos systèmes éducatifs soient des systèmes apprenants, pour que quand des cadres s'en vont, qu'il reste une mémoire du travail qui a été fait, pour que ceux qui viennent puissent poursuivre le travail sans trop de difficultés. Et cela nous amènera à envisager la création de communautés de pratique, en collaboration avec l'UNESCO, créer des communautés de pratique, des pratiques d'évaluateurs de manuels scolaires, des communautés de pratique de concepteurs de manuels scolaires, communautés de pratique aussi des décideurs politiques qui prennent les grandes décisions en termes de politique éducative. Donc voilà globalement brosser l'économie du travail qui a été fait dans le cadre du thème 2. Et comment mettre en place les secrétariats ou groupes pédagogiques et didactiques régionaux? Nous n'allons pas partir de zéro. Et il y avait déjà une structuration proposée au niveau des pays, mais au niveau régional, nous pensons déjà un tel groupe devrait non seulement abriter des universitaires du monde de la recherche, mais également avoir des représentants de pays qui sont, comme on appelle, volontaires pour participer à l'initiative. Parce que nous n'allons pas déranger ou bien des pays où tout marche bien et autres, mais il faudra que maintenant les choses se fassent sous forme de motivation personnelle à participer à un événement, plutôt à une activité, qu'à inscrire, ouvrir une liste d'inscription où on met tout le monde dedans directement. Nous supposons déjà, par exemple, quand on prend la Confémène, vous avez 44 pays et de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, et avec l'avantage d'avoir aussi des pays d'Afrique du Nord, au Maghreb, et où l'ADA qui renferme tout le continent, ce sont non seulement d'avoir, de un, des ressortissants des pays, les profils ne sont pas encore précisés. Si demain, plutôt au dernier jour, à la table ronde des décideurs, ce que nous proposons est acté, maintenant, entre nous, on va voir comment est-ce qu'on va, avec l'institution que vous allez choisir, comment définir les profils et comment définir les modalités de participation des pays.
Mais nous pensons que dans le cadre de l'évaluation de la qualité des manuels, la volonté était que tous les pays d'Afrique subsaharienne puissent être intéressés par la question. Avec l'autorisation de l'UNESCO et du modérateur, je voudrais annoncer 3 bonnes nouvelles. Je commence par laquelle? La dernière, c'est que les réflexions sont suspendues jusqu'à demain. Et que vous avez le plaisir de nous rejoindre en bas pour qu'on passe un moment familial, convivial, et qu'on puisse, sur les notes de Cora, prendre quelque chose au bord de la piscine. Aucune référence de date, quand est-ce que ces choses vont se passer?